Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Toff Sport pour parler de la 9e journée de Pro League et pour parler des matchs européens de nos clubs belges cette semaine. Autour de la table, je retrouve comme la semaine dernière Philippe Van de Waal. Bonjour Philippe. Salut. À ses côtés, Bertrand Crasson. Bonjour Bertrand. Bonjour. Et de l'autre côté de la table, Florent Malice, journaliste pour Wallfoot. Bonjour Florent. Salut. Patrick Decorte, supporter d'Anderlecht, c'est comme On ça peut que le je peux le dire. dire. Et à mes côtés, Bruno Govers. Bonjour Bruno. Salut. Et on va commencer avec toi, Bruno. Oula. Qui est ton homme du week-end de cette 9e journée de Pro League? Eh bien, pour moi, ce sera O. L'attaquant de Genk. Pourquoi il donne la victoire à son équipe. Mais je trouve que Genk, c'est la mécanique qui est bien huilée. Et aussi ce club, grâce à Dimitri de Condé, pour qui j'ai vraiment beaucoup d'estime, il trouve chaque fois les joueurs qu'il faut, qui ont un rendement immédiat. Alors, j'ai dit O parce que je songe à Suzuki qui est passé par là aussi. Mais bon, avant ça, il y a eu Dagano, il y a eu Sonk, il y a eu des tas de joueurs. Onwachu qui est parti, on se dit ça va laisser un grand vide. Et finalement, ils trouvent toujours la parade et ils se maintiennent au sommet. Et c'est vraiment l'équipe qui actuellement produit le plus beau football et qui est largement en tête aussi. Florent, ton homme du week-end? Mon homme du week-end, je dirais que c'est Simon Mignolet. Mais de manière générale, pendant Charleroi-Bruges, les deux gardiens ont brillé. C'est-à-dire on peut dire que sans Koné, Charleroi aurait perdu et sans Mignolet, Bruges aurait perdu. Mais les deux arrêts de Simon Mignolet, surtout son dernier arrêt sur Oday Dabag à la 85e, on peut dire, et les supporters de Charleroi diront que c'est un raté de Dabag. Parce qu'effectivement, je pense qu'il peut faire mieux. Et c'est pas la première fois malheureusement qu'il se loupe devant le gardien. Mais l'arrêt de Mignolet, il est sensationnel. Et encore une fois, voilà, il est là quand il faut. Comme Van Aken derrière qui est là quand il faut pour aller arracher le partage. Donc voilà, Simon Mignolet, chapeau bas pour ses arrêts décisifs contre Charleroi. Patrick, est-ce que ton homme du week-end sera Anderlechtois? Bien sûr, j'ai vu que ce match Anderlecht, j'ai pas regardé les autres. Pour moi, c'est De Greef. Ce jeune-là, c'est vraiment l'ADN d'Anderlecht, c'est la classe. Ouais. Il est monté au jeu et puis ça a été beaucoup mieux. Donc il doit jouer, ce garçon. Il est jeune, mais il doit jouer. La classe, quoi. On passe de l'autre côté de la table avec toi Philippe. Qui est ton homme du week-end? Je vais rester à Charleroi, mais je prends leur entraîneur, Rick Demil. Ouais. Déjà à Bruges, il avait déjà donné un peu sa carte de visite en Jupiler League. On voyait qu'il avait du contenu. Il va à Charleroi, il remet le train sur les rails quand même, après l'épisode de Felice. Donc il a fait ça d'une manière, je pense, rassembleur. Non seulement technico-tactique, on va dire, mais aussi rassembleur. Et on voit qu'il y a des gars sur le terrain qui en veulent. Le résultat, oui d'accord, c'est toujours gagner, perdre, match nul. Mais là, contre Bruges, ils font un bon match. C'était un des meilleurs matchs du week-end, je pense, au point de vue spectacle. Et encore une fois, il est à la tête de cette équipe. Et je pense que Charleroi revit un peu un renouveau pour le moment. Et je mets la plume sur le chapeau de Rick Demil. Et on finit avec toi Bertrand. Ouais, difficile évidemment de trouver quelqu'un qui est vraiment sorti du lot. Mais moi, j'ai bien aimé l'attaque de l'Union. Ivanovic, Fousseini, c'était pas mal. Je trouve que ça commence à prendre forme aussi. Ivanovic, joueur qui est appelé à peut-être un bon futur aussi. Donc voilà, c'est pas simple pour l'Union, je veux dire, qui sort quand même de quelques années. Les saisons se suivent mais ne se ressemblent pas. Faut pas oublier que chaque année il y a eu une paire d'attaquants quand même qui a presté, qui est parti. Ça a commencé avec Van Zer, Undav. Et puis puis il y a eu Nilsson, et puis il y a eu Puertas, et puis enfin bon, je veux dire, pas facile d'arriver nouveau et de prester toujours à ce niveau-là. Donc j'ai eu l'impression quand même de voir une attaque complémentaire qui peut faire mal aux défenses belges. Donc voilà, en tant que Bruxellois, je dirais l'attaque de l'Union, c'est bien qu'ils reviennent dans le coup. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet avec le déplacement d'Anderlecht à Dender. Patrick, je me retourne vers toi, vu que c'est le match que tu as vu ce week-end. Est-ce que Anderlecht méritait mieux que ce match nul en déplacement chez le promu? C'est toujours difficile. Pour moi, je suis vraiment un vrai supporter, donc j'espère toujours et je crois toujours qu'on va gagner. Mais bon, il faut se rendre à l'évidence, Anderlecht n'est plus Anderlecht. Ça manque de qualité, ça manque de classe. Et puis les goals qui ratent, quoi, c'est inimaginable. Après, c'est comme ça, il faut faire avec. On espère, tu sais, en Belgique, le championnat, c'est les playoffs qui comptent. On espère que
qu'on sera dans les 6 premiers, puis qu'après, quand notre meilleur joueur, Hazard, va revenir, quand Vertonghen reviendra, ça sera mieux, je pense. Donc, patience, quoi. Qu'on prend des points, on joue en mal, c'est déjà pas bien. C'est déjà pas mal, pardon. Bruno, malgré ses absents, Vertonghen, Hazard, actuellement, vu l'équipe d'Anderlecht, est-ce que ça méritait mieux qu'un match nul à Dender, qui n'a pas une mauvaise équipe non plus? Non, mais enfin, c'est quand même une équipe qui vient de 1B, qui jubile parce que bon, elle est parvenue à accrocher Anderlecht. Comme le dit Patrick, Anderlecht, c'est plus vraiment Anderlecht. Moi, je trouve que le football, il reste quand même par moments fort poussif, même si avec David Hubert, on sent quand même une volonté d'aller de l'avant. Mais il y a quand même toujours un problème au niveau de la forme de certains joueurs. S'ils sont tous vraiment à leur meilleur niveau, ils peuvent faire la différence. Je songe à Vasquez qui a quand même 2 grosses occasions, il doit pouvoir en mettre une. Il y a eu ce tir de Dunker sur le piqué. Donc, en soi, ils auraient pu briguer cette victoire. Mais je veux dire, dans le jeu, face à un promu, ça reste quand même très pauvre pour moi. Bertrand, on parlait la semaine dernière en ton absence du profil idéal de l'entraîneur, du futur entraîneur d'Anderlecht, qui n'a toujours pas trouvé de coach principal pour le moment. C'est quoi le profil de ce futur coach des Mauves, d'après toi? Ça dépend des critères requis aussi pour choisir un coach. Je crois qu'il y a une évaluation du noyau et des joueurs à faire et en fonction des profils qui sont existants dans le noyau, il faut chercher un système qui est le plus prolifique possible et où les joueurs sont le mieux servis, représentés dans l'équipe. C'est pas dit que c'est un 4-3-3 ou un 4-4-2, pourquoi pas un 3-5-2. Enfin, voilà, ça dépend un peu du profil et d'évaluation du noyau. Maintenant, quel type d'entraîneur? Oui, tout le monde veut peut-être un entraîneur offensif. Oui, mais bon, je pense que les supporters voudraient aussi voir au niveau du fond de jeu un peu plus de qualité. Je crois que beaucoup de gens trouvent le jeu trop stéréotypé, pas assez Anderlechtois, spectacle un petit peu aussi, parce que les gens sont toujours venus au stade à Anderlecht aussi pour voir des joueurs aussi qui faisaient rêver, ce qu'on n'a plus trop aujourd'hui. Bon, il faut s'en adapter, c'est le football aujourd'hui qui a changé aussi. Mais bon, quitte à ne pas avoir vraiment de joueurs ou de stars ou d'artistes vraiment dans l'équipe, bon, il faut quand même effectivement une équipe qui joue vite, qui joue vers l'avant, qui va presser peut-être aussi l'adversaire, qui l'empêche de respirer. Je crois qu'il faudra peut-être un entraîneur germanique, peut-être qui pousse à la pression, au physique de l'asphyxie de l'adversaire. Je pense que c'est ça qui conviendrait le mieux à Anderlecht, parce que des joueurs ou des entraîneurs qui viennent et qui de derrière veulent partir et sortir jouer à la baballe de derrière, tout le monde fait ça aujourd'hui. C'est devenu commun, mais je trouve que le plus difficile, ce que Vincent Kompany réussit par exemple au Bayern pour l'instant, c'est aller presser l'adversaire haut et l'empêcher de sortir et vraiment le pousser à la faute. Bon, maintenant, les types d'entraîneurs, moi, j'ai pas une liste devant moi, je suis pas décideur au Sporting, mais je crois que dans les conditions actuelles, qu'est-ce qui peut sauver le Sporting? Plus d'efficacité devant le but, ça vous en avez parlé, et surtout aussi physiquement, je trouve qu'on a du mal à prendre le dessus sur l'adversaire. Donc j'ai l'impression qu'il faudrait aussi à ce niveau-là travailler plus. Tu parlais de système. David Hubert a changé et a fini la rencontre avec un 4-4-2 avec le duo Dolberg-Vasquez. Ouais. Philippe, d'après toi, c'est un duo qui peut fonctionner pour le futur et du coup partir sur un 4-4-2 pour cet Anderlecht-là? Éventuellement, oui, mais ce n'est qu'une partie de Lego, du puzzle, comme tu veux. Je pense que pour revenir à ce que disait Bertrand, et sur l'entraîneur, je l'ai dit un petit peu la semaine passée, moi j'irais plus vers quelqu'un d'emblématique, vraiment, et de mettre peut-être provisoirement, tu as besoin de ces stats et de tous ces trucs-là, tu as besoin de tout ça pour avancer maintenant dans le football moderne. Mais aussi la discipline, revenir un peu à la base, avoir un groupe qui au sens propre et figuré
remontent leurs manches et on y va, quoi. Carrément mouiller le maillot. Et là, il te faut un entraîneur emblématique, qui a une grande gueule, qui se fait respecter, que les joueurs regardent un petit peu comme ça en disant il ne faut pas qu'on fasse le con, parce que, comme à notre époque, mais bon, on ne va pas faire les vœux pensionnés, mais il y avait des entraîneurs, je l'ai eu, je pense que, je sais pas, un Kessler par exemple, tout le monde le connaît encore, c'était, tu disais oui, il ne faut pas déconner ici, parce que tu vas ramasser une... Peut-être qu'il faudrait ça pour un peu secouer le cocotier, et automatiquement après, retomber sur la tactique, etc. Et puis avoir une vague d'engouement et aller, quoi. Patrick, est-ce qu'il y a encore actuellement des joueurs du Sporting qui te font rêver? Un Edozie, par exemple, tu penses que ça peut être une bonne surprise? Bien sûr, c'est un très bon joueur, mais bon, il est prêté à Anderlecht, c'est pas quelqu'un... Moi, j'aime bien les joueurs qui ont été formés à Anderlecht, et il y en a beaucoup, des bons, hein, beaucoup. Ben, je ne vais pas tous les citer, mais le De Greef, là, pour te dire, ça c'est la classe, ça c'est l'ADN d'Anderlecht. Et Léonie aussi, il ne joue pas, on l'a mis qu'à la fin. Je ne comprends pas, pour moi c'est un joueur de classe. On a besoin, c'est comme Chiffon, il sait distribuer le jeu, mais bon, ça c'est mon opinion, je ne suis pas un grand spécialiste, je suis vraiment... Mais Anderlecht, ça c'est des joueurs d'Anderlecht. Et ça me fait rêver encore, mais il faut qu'ils jouent, quoi. Et justement, ce De Greef avait presque disparu pendant un an avant de rejouer samedi contre Dender. Léonie qui est sur le banc. Est-ce que, Florent, tu penses que Anderlecht ne donne peut-être pas assez sa chance aux jeunes actuellement? Après, le problème, c'est que quand on regarde les résultats du RSA Futures pour le moment, ils sont en fin fond de classement de Challenger Pro League. Ça veut dire deux choses. Ça veut déjà dire qu'ils ne sont pas en confiance et qu'il y en a peut-être certains qui n'ont pas le niveau. Mais ça va en plus dire que tu ne peux pas non plus les priver trop longtemps de leur cadre pour le moment. Sinon, ils filent en National 1 et ça, c'est très mauvais pour Anderlecht aussi. Donc pour le moment, c'est compliqué de faire ces vases communicants entre la Challenger Pro League et l'équipe A, ce qui est pour moi une pierre dans le jardin de ce principe avec les équipes U23 en D1B. Mais ce De Greef, par exemple, il avait déjà été excellent la saison passée en Coupe de Belgique contre la Louvière. Il avait été un des meilleurs joueurs sur le terrain et puis il a disparu alors que Brian Rimmer ne disait que du bon de lui. Et c'est pas le seul. Par exemple, je trouve qu'ils ont été chercher des défenseurs centraux cet été parce qu'il fallait renforcer le secteur et un Mando Lapage a complètement disparu alors qu'il était capitaine des Futures. Alors est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas le niveau? Je ne sais pas, mais quand je vois le niveau d'un Zanka... il a joué hier, j'étais voir le match contre Zult, il a joué hier Lapage. Oui, Lapage avec les Futures, oui, mais donc voilà, un Zanka cette saison est catastrophique depuis son arrivée, honnêtement. Il montre pas du tout les qualités qu'il est censé amener, donc pourquoi un Lapage n'a pas pris ce rôle de venir renforcer le noyau? Donc effectivement, il y a un petit problème, je trouve, pour un club qui se base autant sur la formation des jeunes. Je voulais vous poser une question. Est-ce que vous ne pensez pas que Kindermans, qui est parti, ça va nous faire du tort? Ça, on le saura à plus long terme, j'ai l'impression. Hein. Mais... Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est possible, oui. Maintenant, Jean Kindermans, c'est un monument du club aussi, du Sporting. C'est vrai que à son palmarès, il y a beaucoup. Moi, je trouve surtout qu'il faut aussi, avant effectivement de passer par le haut de la hiérarchie, il faut rendre hommage aux entraîneurs. C'est eux c'est les formateurs, c'est eux les vrais formateurs de toute cette génération class back, comme on dit à Bruxelles, de Lukaku à compagnie. Parce que c'est vrai que la politique générale dans un bureau, etc., aller voir, etc., c'est bien. Mais vraiment, la vraie formation, ce sont tous les entraîneurs des jeunes. Je trouve, pas seulement Anderlecht, mais dans les autres clubs aussi, je trouve qu'il faudrait mettre en avant, parce que ce sont eux qui vivent au quotidien, qui conseillent, qui corrigent, qui font améliorer ces joueurs. Les qualités, pour aller chercher un joueur qu'on a vu, qui joue dans un petit club, on l'amène à Anderlecht, effectivement, il faut une expertise. Mais ce sont tous ces entraîneurs des jeunes, Anderlecht, qui sont dans l'anonymat souvent le plus complet. Ce sont eux vraiment les vrais, je trouve, les vraies mines d'or des clubs. C'est eux qui forment ces jeunes, c'est eux qui les éduquent, qui les chouchoutent. C'est eux vraiment qui les éduquent, qui ont fait leur formation. Donc je trouve que c'est oublier un peu vite tous ces entraîneurs des jeunes pour ne rappeler que la tête de l'académie ou quoi, en disant moi c'est lui qui a formé tout ça. Oui, effectivement, il a une grande part de travail là-dedans. Mais n'oublions pas non plus que c'est pour le recrutement, mais n'oublions pas que le vrai travail des jeunes, ce sont les entraîneurs et tous ces entraîneurs qui ont été
formidables. Et à Anderlecht, je peux te dire qu'il y en a eu. Ça il me y en fait a mal au eu- cœur quand je il y en vois a- tous les bons joueurs il y en qui a eu sont des- partis. Des dizaines et On des l'a vu enfin dizaines. plein, je ne vais pas tous les citer parce que. Mais c'est incroyable qu'on ne sait plus garder. Après, les parents, ils veulent aussi. Et puis les mômes aussi, ils veulent jouer. Hein. Ils ont 16 ans, 17 ans. Et je pense qu'ils n'ont plus la patience d'attendre 18 ou 19 ans Bah, pour jouer. le meilleur À exemple- 15 ans, ils veulent jouer Le déjà meilleur l'équipe exemple, c'est première. Lukaku, hein, quand il avait 16 ans, Chelsea, tu te rappelles, est venu pour le prendre et en lui offrant un travail millions, pour le, des voilà, millions. des millions, Beaucoup plus- d'argent, plus, et je peux voilà. comprendre ça. Et il a refusé pendant 2 ans. Et Il c'est voulait dur de d'abord refuser, réussir au Sporting. voilà. Aujourd'hui, Chapeau il n'y a à plus lui. ça. Hein. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Et puis moi, je peux comprendre quand les parents, c'est des gens, c'est des ouvriers, qu'on vient avec des sommes astronomiques. C'est dur de dire non. Hein. Ouais. Tu dis, mon fils, il peut se blesser, il peut faire Voilà. le con, et puis après, Voilà. ce train-là, il est passé, Ouais. et j'ai plus d'argent, quoi. Et là, ils viennent. Ouais. C'est difficile, même pour Ouais, Anderlecht, je pense, de mais garder des bons joueurs. Le plus grave, je trouve, Patrick, dans cette histoire, pour moi, c'est le cas Moussonda. hein. Charlie Moussonda, Ouais, on ouais, est je allé connais. le Mais chercher. qu'est-ce qu'il est devenu, malheureusement? Non. Je Ouais. parle du papa. hein. Ah, du papa, Charlie ok. Moussonda, à un moment donné, il a le genou en compote. Anderlecht fait tout pour le garder, pour le soigner, etc. On le met comme entraîneur. Il est dans cette cellule. Il a un fils qui est vraiment doué. Chelsea vient et qu'est-ce qu'il fait? Oh non, merci, on s'en va. Ça, je trouve grave. Beaucoup plus grave que tous les autres cas. C'est vrai, On mais... vient, on te dit, voilà, c'est 500 000 euros et on n'en parle Ok. plus. Et Mais finalement, on y est-ce va. Quoi. est-ce qu'on sait tout? Est-ce qu'Anderlecht a été correct avec Moussonda? Parce que parfois, tu sais, moi j'entends aussi des joueurs, des ex-joueurs. Et Anderlecht, parfois aussi, tu es un produit, hein, on n'a plus besoin, on te jette aussi. Hein. Ils ne sont pas toujours respectueux non plus avec les joueurs. Enfin, je pense, Bertrand, toi, tu as joué. Florent, Parfois, il faut entendre les deux sons de cloche. Hein. Florent, qu'est-ce que tu penses de cette politique d'Anderlecht? Moi, je voulais juste rebondir pour terminer là-dessus sur le cas Kindermans. Au-delà du fait que Kindermans s'en aille, on peut toujours remplacer quelqu'un. Ça arrive dans le football. Le problème, c'est qu'il a été remplacé par quelqu'un qui est déjà parti. Emersam est parti cette semaine. Bon, il n'était pas censé remplacer poste pour poste vraiment Kindermans, mais il était censé prendre la tête de l'académie. Il est déjà parti. Ça fait 1 an qu'il était arrivé. Et pour les parents, justement, on vient d'en parler. Avoir autant d'instabilité dans un centre de formation qui en plus avait cette réputation, ça va pas aider non plus Anderlecht à garder ses jeunes talents, de voir que tous les ans, tous les 6 mois, la personne en charge change de poste. Ici, je connais pas cette personne, donc j'ai absolument aucune idée de ses compétences, mais son remplaçant, promesses, etc., Bien que sûr. le mec a fait, il a fait certaines promesses. Ouais. il a mis quelque chose en place, et là il est remplacé par quelqu'un qui était directeur du marketing. Alors j'ai aucune idée de ses capacités, mais voilà, moi je suis plutôt dans la communication, dans le marketing, mais je sais très bien que si on me mettait demain à la tête d'une académie de football, je ferais n'importe quoi. Et- Ouais. Donc c'est un peu compliqué. Et le départ de tous ces jeunes pose aussi question, voilà, de l'amour du blason. Patrick, le blason, est-ce que tu as quelque chose à dire en tant que supporter d'Anderlecht? Ah, le blason, mais écoute, moi j'ai vu la semaine passée en Coupe d'Europe, là, sur leur équipement, 3 petites étoiles et une couronne. Qu'est-ce que ça veut dire? On m'a dit que ça allait remplacer le blason, notre blason depuis 120 ans, Anderlecht, avec le Saint-Guidon, les 2 drapeaux belges, Metsana et Corporessano. Depuis que je suis petit, enfin je suis toujours petit, hein, depuis que je suis jeune, j'ai vu ça, quoi. Ils veulent enlever ça. Ils sont fous. Il faut que les supporters, tout le monde dise au président, ça va pas, il faut garder l'âme de notre club. Le blason, vous vous rendez compte, je sais pas, est-ce que moi, je suis fanatique ou bien vous trouvez ça? Non. Non, franchement, on peut pas faire ça. Non, mais c'est la nouvelle mode. Hein. Le Cercle de Bruges a également un nouveau logo. Ben, ça a fait un tollé auprès des supporters parce que c'est un club qui a aussi 125 ans. Et pourquoi est-ce qu'il faut changer? Mais Ouais, quel parce que soit le club, hein, c'est- Bruno. Hein? Quel que très soit moche, le ce nouveau club, logo. c'est Ouais, l'âme fait. du club, Oui, ton c'est- Je blason. pense, C'est je vraiment pense. ça. c'est- C'est vraiment ça. Ou alors ils veulent enlever Saint-Guidon, je sais pas, où ils veulent enlever Oui, les mais- 2 mais drapeaux moi, belges, moi, je ne trouve comprends que- pas. Je trouve que bon, il faut du respect. Ce stade, c'est appelé Stade Constant Wallenstock. Quand tu vois tout ce que les Wallenstock ont fait pour le Sporting, et tu décides, non, on change, on va mettre l'autoparc. Oui. Et puis, Et tout dans le monde 3 ans, ça va être Pardon, pas cassé. choucroute et saucisse. Et- Choucroute et saucisse. Et je sais même que le pape est pas content non plus parce qu'ils veulent enlever Metsana et Corporessano. C'est du latin, quoi. Et comme le pape, quand même, il fait attention à tout, tu vois. Et ce dimanche, dans le Lotto Park et non pas au stade Constant Vandenstock, Anderlecht va accueillir le Standard. Le Standard qui s'est fait piéger contre Westerlo samedi.
Est-ce que, Philippe, cette équipe du Standard a vraiment les qualités pour être dans ce top 6 et pour être dans cette Champions Playoff, ou finalement c'est une équipe qui sera dans le ventre mou et elle sera très contente avec ça? Tu le dis un peu toi-même, un Anderlecht Standard, Anderlecht Bruges, Anderlecht, c'était des... Tout le monde ne dormait pas pendant 3 jours. Il y a quelques années, quand il y avait des matchs comme ça. Enfin, il y a déjà un bon bout de temps. Maintenant, ok, c'est Anderlecht Standard, et tu dis toi-même, avec 2 équipes qui sont dans le ventre, pas une, hein, 2 équipes qui sont dans le ventre mou du classement de la Jupiler League. Standard, on connaît l'histoire, hein, c'est à vendre pour un paquet, comme il dit Saliège, pour un paquet de chic, hein, 15 millions. Bon, avec les dettes, hein, avec le sac à dos, ça tu dois reprendre aussi. Mais quand même, c'est plus les mêmes affiches, à part le nom Anderlecht Standard. Oui, mais c'est plus la même affiche. Les supporters, les trucs, le classement. Oui, ça va se battre encore, hein, dans les cafés, peut-être, mais tu n'as plus ce... Mais quand même, Philippe, quand même, ça reste quand même un grand oui, match. d'accord. Moi qui suis pour Anderlecht, il y a 2 matchs que j'aime pas de perdre, c'est contre le Standard et contre Bruges. Ah, hein. c'est logique. Quand je perds contre Dender, je À la m'en limite. fous. Quand je perds contre... Mais ces 2 matchs-là, Oui, mais je veux dire, crois-moi, au point de vue, comme il dit, et c'est très correct, ce sont 2 équipes qui, pour le moment, sont dans tout le à ventre fait, mou. tu as raison. Avant, c'était le 2e contre le 3e, ou le 1er contre... Tu vois, C'est c'était pour ça que vraiment je me pour les méfie, points. parce qu'on n'est plus le grand Anderlecht. Et le Ni le grand Standard, Standard. non mais le Standard contre nous, c'est le match de leur vie. Chaque fois. Ça, hein. je peux te le dire. Quand ils gagnent contre nous, après ils vont perdre le match, ils s'en foutent. Mais contre nous, c'est la Coupe du Monde. Ce hein. sont de toute manière 2 équipes, on va dire, en reconstruction. Hein. C'est ça. Un peu à court, moyen terme. Ouais. Le Standard est battu ce week-end contre Westerlo, mais tu vois que c'est pas très grave parce qu'ils sont en reconstruction. Chapeau à l'écho, je trouve, parce que quand tu dois ramer avec des petites trames comme ça, une grande barquette mais des petites trames, t'avances pas beaucoup, mais il le fait quand Il même. fait Donc du chapeau bon pour travail. ce mec-là. Bertrand, on a joué pas mal des Anderlecht Standard. Qu'est-ce que ça représentait et qu'est-ce que celui-ci représente pour toi? C'est vrai que tous les Anderlecht Standard que j'ai connus étaient assez électriques. Hein. C'est vrai, en plus, personnellement, j'étais souvent pris à partie par le public liégeois. Donc, Pourquoi Parce que t'es bruxellois. mais non, mais en plus, je jouais le jeu aussi un Ah petit ouais, peu. non. Voilà, parce que Ouais, mais c'est bien ce que tu dis. Non, mais- C'est loi. Mais c'est ça, Voilà, parce que t'as Bertrand, bruxellois, c'est un bruxellois. et parce que les supporters aussi pouvaient un peu s'identifier au fait que je oui. représente l'ennemi bruxellois, un peu arrogant et tout ça. Donc c'est vrai que j'en prenais plein les oreilles, et pour pas dire le reste. Mais c'est vrai qu'il y avait une atmosphère électrique, une atmosphère un peu magique autour de ces chouette autour de ces classicos. Ouais. Le terme classico déjà, puis avec Bruges, les matchs contre Bruges et le Standard. Pour Anderlecht, c'était une, c'était vraiment l'occasion d'avoir des matchs uniques dans une saison. Mais c'est à part un 0-6 où on avait, je me rappelle, on était dans un jour exceptionnel au Standard et les supporters étaient même montés sur le terrain, ils avaient arrêté le match et tout, tellement on avait gagné 0-6, c'était une humiliation pour le Standard. Tous les autres ont été toujours des matchs à l'arraché, avec beaucoup de duels, un arbitrage compliqué parce qu'il y avait le public, etc. Donc moi je n'ai que des bons souvenirs. Maintenant, celui de ce week-end, oui c'est vrai, mais voilà, les supporters ils aiment bien aussi parfois s'identifier. Avant, il y avait moi qui en prenais aussi, il y avait eu Proto aussi qui prenait aussi plein de... Les supporters aujourd'hui ont peut-être un peu du mal à s'identifier vraiment à un bouc émissaire en face pour voilà, parce que tout a changé et puis les joueurs passent et transitent chaque année et puis voilà, on sait plus trop qui est qui. Donc mais bon, voilà, pour les supporters ça reste quand même Une affiche. Un match spécial. Oui, bien sûr. un match spécial, stade comble. Et avec beaucoup d'expectatives, on espère voir des buts, on espère voir du spectacle et en avoir pour son argent. Mais... Et justement, je vous avais demandé un pronostic la semaine dernière pour Anderlecht Ferencváros. Vous étiez beaucoup à me dire une victoire d'Anderlecht, mais sans me donner le bon score. Ici, on va faire un tour de table, très simple. Un score pour Anderlecht Standard. On commence avec toi, Patrick. 2-1. 2-1. C'est le supporter qui parle.
le connaisseur de foot. Florent. Alors comme moi je ne serai pas au stade exceptionnellement, j'ai pas envie que les gens s'amusent en mon absence, donc je vais dire 0-0 et un très mauvais match. Parce que en plus je pense que c'est ce qui va se passer. Donc voilà. Bruno. 1-0. Non, DJ. Philippe. 2-0. Allez. Moi, je dirais une victoire d'Anderlecht, mais n'oublions pas qu'il y a quand même un match de Coupe d'Europe entre voilà, avec un déplacement aussi. Difficile. Déplacement en Espagne. Donc, on sait toujours que les retours, les lendemains de Coupe d'Europe sont souvent pénibles. Déjà, à notre époque, c'était pas facile. On savait pourquoi. Mais c'est pas facile non de se remettre du voyage, du match, de la récupération, etc. Et contre un adversaire qui va venir hyper motivé. Donc comment gérer la fatigue, comment gérer la récupération du voyage à Real Sociedad. Donc c'est pour ça que moi je dirais un match nul, 1-1 ou un résultat peut-être. Voilà, mais en tant qu'ancien Anderlechtois, je souhaite évidemment qu'Anderlecht gagne, mais je dirais que le match en semaine va peut-être laisser des traces. On s'attend quand même à pas mal d'ambiance du côté d'Anderlecht. Ce dimanche aussi, il y avait pas mal d'ambiance, mais de l'ambiance plutôt négative du côté d'Antwerp-Beerschot. Philippe, tu as joué 7 ans pour le Germinal Ekeren, si je dis pas de bêtises. Oui. Est-ce que ce Beerschot-là a le niveau pour rester en D1A? On a vu des résultats, je pense pas. C'est l'oiseau pour le chat pour le moment. Hein. On le voit aussi bien, je vais dire, sur le terrain, bien évidemment, qu'à côté, quand on voit ce qui s'est passé maintenant. Mais je trouve ça un peu... Je trouve qu'un derby, et certainement un derby anversois, Antwerp-Beerschot, c'est aussi chaud. Hein. C'est vraiment les plus grands ennemis. Le match était vite plié. Hein. Je pense que c'est ça qui a déclenché aussi à un moment donné. C'est 3-0 et c'est fini. Alors pour eux qui soient battus à 5-0 sur le tapis vert ou bien ça, ils s'en foutent, je pense. Mais c'est dommage que c'est, tout compte fait, si facile maintenant d'arrêter un match. Moi, c'est ça un peu qui me déçoit. Tu as quand même des familles, des connaisseurs, des gosses qui vont voir le match et c'est fini, quoi. C'est arrivé l'année passée au Standard, c'est déjà arrivé à Anderlecht, c'est déjà arrivé à Charleroi, partout. Et je trouve que c'est un peu trop facile, c'est chiant, quoi. Justement, Patrick, est-ce que tu trouves ça normal que les supporters aient pris autant de pouvoir et puissent décider finalement quand un match se termine? Non, c'est pas normal. Et moi, je suis persuadé qu'un jour ou l'autre, tu verras, il y aura plus de supporters adverses dans les stades. Parce qu'il y aura trop d'ennuis s'ils font ça à chaque fois. Ils vont dire à chaque fois, plus de supporters adverses, il n'y aura plus d'ambiance. Ouais, mais ça va être comme ça, vous allez voir. Dans le futur, si ça ne change pas, et ça ne va pas changer. C'est la guerre maintenant. Quand tu vas au football, et moi je suis quand même grand-père, j'ai 6 petits-enfants, mais tu vas au football avec ton petit-fils, et puis tu vois des fous. On est tous, à moi aussi, je suis enragé. Enfin, mais je ne veux pas commencer à jeter des trucs, à me battre. Je veux bien crier, mais non. Tu sais, moi, je suis quand même d'un temps où tu allais au football, avant, il n'y avait pas tout ça. Les gens se mélangeaient et il n'y avait pas de filet. Tu pouvais même aller sur le terrain. Et puis, il y a eu maintenant... Maintenant, quand il y a un match de foot, Anderlecht Standard, c'est la guerre. Hein. Tu vois les gendarmes, les autopompes, les ci, les là. C'est inimaginable, quoi. Il y a quand même une tribune où les supporters ont l'air un peu plus sages et ont une image un peu plus positive, c'est à l'Union. L'Union qui a battu sans trop de difficultés Courtrai. Est-ce que, Florent, tu penses que les unionistes ont enfin lancé leur saison et maintenant c'est bon, c'est parti, ils sont sur les bons rails? Ça fait quand même quelques semaines qu'on dit que ça joue bien à l'Union et que ce qui manque, c'est les buts. Ça fait aussi quelques semaines qu'on dit que Franjo Ivanovic est un beau joueur de football mais qu'il lui manque le dernier geste et ici il a marqué. Je crois que Fuseni c'était un petit peu le même constat, c'est-à-dire qu'il allait très vite, il faisait très mal à la défense mais le dernier geste n'était pas là. Et là, voilà, ça marque. Donc, s'ils pouvaient avoir lancé justement leur saison, je trouve que la défaite à Fenerbahçe n'était pas non plus inquiétante dans la forme. Oui, je pense que ça peut être très positif. Ça va calmer un petit peu, je pense, autour de Sébastien Pocognoli, qui, je pense, était peut-être un petit peu sous pression. Pas de la part du public, mais peut-être en interne. Donc oui, je pense que c'est assez positif. Et moi, je l'avais dit, je pense que tout le monde était assez pessimiste vis-à-vis de l'Union dans le top 6. Et moi, je maintiens que l'Union sera dans le top 6 en fin de saison. Bertrand, tu parlais d'Ivanovic en introduction. Toute proportion gardée, et même si ça ne fait que quelques semaines qu'on le connaît, est-ce que tu penses que c'est un joueur qui pourrait être de la trempe d'un Undav, d'un Van Zer, d'un Boniface? Oui, déjà, c'est un beau gabarit aussi.
Donc il faut effectivement, on parle toujours de 6 mois d'adaptation quand on arrive quelque part, donc laissons-lui un peu le temps aussi de s'adapter, et puis avec un nouveau copain d'attaque aussi, c'est pas simple. Donc oui, non, moi je suis assez confiant, je crois qu'il va faire mal, il l'a déjà démontré. Bonne trouvaille aussi, bonne pioche, hein, voilà, c'est ce qui fait la réussite aussi des clubs, c'est le recrutement, le bon recrutement. Ouais. Je crois que là, ils ont visé juste aussi, il faut le reconnaître. Ils ont souvent eu le nez et l'œil aussi pour recruter de bons attaquants les dernières années. Donc, celui-ci en est encore la preuve. Ouais. Après, tu dis un Van Zer, un Undav ou un Boniface, mais par exemple, un Boniface, je pense que il faut aussi voir les attentes qu'on a, c'est-à-dire que c'est devenu l'un des meilleurs attaquants d'Europe. Ouais. Est-ce que Franjo Ivanovic va atteindre ce niveau? On n'en sait rien. Un Van Zer, maintenant, il est à New York, mais bon, il faudra surtout voir ce qu'il peut réaliser dans le championnat de Belgique. En tout cas, un attaquant qui peut faire la différence pour l'Union. C'est plus mais comme un Boniface, on en a un peut-être tous les 50 ans dans un club, je ne sais pas. C'est vraiment des joueurs extraordinaires. Donc, ils ne vont pas non plus faire des miracles chaque été et aller chercher. Enfin, ils l'ont fait jusque présent, mais un Undav, il est devenu international allemand, un Mitoma, c'est devenu une des stars en première ligue. C'est quand même incroyable ce qu'ils ont réalisé jusque maintenant. Si Ivanovic devient un bon attaquant de Pro League, ce sera déjà, je trouve, un très bon recrutement. Donc voilà. Patrick, quel est ton regard de supporter anderlechtois sur l'Union et ces dernières années? Un regard un peu de jalousie, parce que l'Union, ils sont vraiment... Tous les ans, ils changent d'entraîneur, leurs meilleurs joueurs s'en vont, et ils ont toujours des trouvailles, ils sont toujours là. Parce qu'ils vont encore être là. Hein. Après, moi, je voudrais dire un petit mot pour mon copain Anthony Maurice, parce que au début de saison, j'ai lu qu'il voulait acheter Bodard. Est-ce que c'est vrai, pas vrai? Mais les gens, ils oublient vite ce qu'il a fait, ce garçon. Hein. Il a sauvé beaucoup de ballons. Après, quand il fait 2-3 boulettes, comme tous les gardiens, je pense, Philippe. Et les gens, ils oublient, on veut directement un autre. Voilà. Courage à lui, Anthony, mais il est bon, hein. L'Union qui joue contre Bodo Glimt en Coupe d'Europe, après avoir perdu à Istanbul contre le Fenerbahçe. Est-ce que cette équipe de l'Union te rassure? Et voilà, pour ce match européen, tu les vois gagner au Stade Roi-Baudouin? Ils sont sur le bon chemin, hein, ça c'est clair, ça se voit avec tout ce qu'on dit ici, c'est correct. Maintenant, il faut qu'ils continuent à surfer sur cette vague positive, je pense. Et ça fait du bien, comme tu le disais aussi pour Cognoli. Lui aussi, ça va le rebooster un petit peu et automatiquement, il va rebooster son équipe. Et je pense que des matchs comme ça en Coupe d'Europe, ça peut être un tremplin positif pour tes prestations en Jupiler League. L'Union contre Bodo Glimt et Anderlecht contre la Real Sociedad. J'ai été voir la valeur totale de l'effectif de la Sociedad, 430 millions. Et du côté d'Anderlecht, 115 millions. Est-ce que Anderlecht joue dans la même cour que ce genre de club espagnol? Non, clairement non. Mais ceci dit, bon, si tu vois les niveaux, quand je vois la première demi-heure de l'Union à Fenerbahçe, je me dis, c'est comme ça qu'Anderlecht doit jouer. Donc, il y a des choses qui sont possibles. Peut-être la chance pour Anderlecht, c'est que, si j'ai bonne souvenance, leurs déplacements en Espagne ont souvent amené des résultats convenables. Bon, ils ont été gagnés en Ligue des Champions au Betis Séville 0-1. Je crois que contre l'Athletic de Bilbao, ils avaient fait un bon résultat également. Ouais. Donc peut-être que oui, le football espagnol leur convient peut-être mieux qu'un autre football. Maintenant, ceci dit, quand tu vois la Real Sociedad faire 4-2 contre Barcelone, tu te dis... Bon, Anderlecht va peut-être se faire bouffer aussi. Tu disais combien le budget? 100 valeur totale de l'effectif, 430 millions contre 115. Oui, mais ils sont 14e au classement. Donc, oui, c'est la valeur, je suis d'accord, mais ils sont 14e. C'est un peu le même truc qu'Anderlecht. On dit oui, mais c'est pas leur place au milieu du classement. Oh, le niveau de la Liga, le niveau est plus haut. Le niveau de chaque équipe de la Liga, tu vas prendre. Il y a l'Euro qui est passé par là avec les Girone, tu vas prendre. C'est plus haut. Mais en un match. Heureusement, c'est pas toujours la valeur du noyau qui fait la différence. Exactement. Heureusement, autrement, PSG serait déjà champion d'Europe depuis longtemps. Et justement, Bertrand, ici, la Real Sociedad a gagné contre Valence ce week-end, mais avant ça, ils étaient sur 6 matchs sans victoire, donc pas une très bonne dynamique. Est-ce que tu penses qu'Anderlecht peut aller gagner là-bas, faire un résultat? Tout est possible. Je trouve que peut-être pas avec les clubs de Liga, parce que je trouve que l'écart technique est trop important, je trouve, avec encore certains pays. Mais comme on parlait de Bodo Glimt ou de l'Union, je crois que dans certains pays de football, l'écart s'est réduit.
Ça veut dire que l'Union peut faire jeu égal avec une équipe suisse, avec une équipe française aussi, avec voilà. Mais bon, le championnat espagnol, ça reste quand même, je veux dire, un niveau au-dessus. Techniquement, ces équipes sont impressionnantes. Je trouve Osasuna qui a balayé Barcelone. Tu vas voir des équipes comme Girone, comme Mallorca ou Las Palmas, ou je veux dire des équipes du ventre mou du championnat espagnol. Ils sont vraiment impressionnants au niveau technique, au niveau football. Donc, test de maturité, oui, pour cette équipe du Sporting. Maintenant, oui, l'avantage avec cette nouvelle formule, c'est ça va voyager, quoi. Ouais. Une fois ils vont voir de l'espagnol, du slovaque, du portugais. J'espère juste que les attaquants espagnols sont pas trop rapides, quoi, parce qu'autrement on va se Oscarson, il est monté, il a mis 2 buts, donc oui, je crois qu'il faut quand même se méfier de cette équipe-là. Et si ça tourne bien, tu as le malheur de tomber dans un jour où une équipe espagnole est dans un bon jour, tu prends le bouillon, ça c'est certain. Je parle même pas du Real Madrid, je parle des autres équipes aussi. Mais non, en tant que Belge, évidemment, on souhaite le meilleur pour les équipes belges. Mais en tout cas, je pense qu'ils vont souffrir. Ça, c'est clair. C'est ni l'Union ni Anderlecht qui a la plus belle affiche européenne de nos clubs belges. C'est la Gantoise qui se déplace à Chelsea. C'est l'occasion de reparler de Romeo Lavia, justement, qui est monté au jeu ce week-end avec Chelsea. Je pense que c'est un joueur que tu apprécies, Florent. Qu'est-ce que tu attends de lui cette saison, à 20 ans? Alors, moi je vais être très clair. Pour moi, Romeo Lavia, c'est le milieu de terrain le plus talentueux du football belge à l'heure actuelle. Mais ce que j'attendais de lui cette saison, c'est qu'il arrête de se blesser. Et malheureusement, c'est pas encore pour aujourd'hui. Malheureusement, ça a recommencé. Bon, il sera pas là jeudi. Il n'est pas dans la liste européenne de Chelsea. Ce qui en dit déjà long. C'est-à-dire qu'il a commencé la saison titulaire indiscutable en Première Ligue. Et parce qu'il est probablement incapable d'enchaîner les matchs, on l'a pas mis sur la liste européenne parce qu'on veut probablement le préserver. Et voilà, on en avait parlé déjà, c'est ce que les grands clubs vont faire maintenant. Ils vont avoir un noyau pour l'Europe, un noyau pour le championnat. Donc ça, c'est un peu dommage malheureusement. Mais Romeo Lavia, moi ce que j'attends de lui, c'est qu'il soit titulaire en Première Ligue, titulaire chez les Diables Rouges et qu'il devienne vraiment l'un des meilleurs milieux de terrain de Première Ligue, voire d'Europe. Pour moi, il a un potentiel qui est... Enfin, il a pas de plafond, quoi. Mais... si son corps ne le laisse pas tranquille, ce sera Moi, je me rappelle d'un joueur, c'était Abou Diaby, qui était pour moi le milieu de terrain le plus talentueux de Première Ligue à l'époque, peut-être. Et on parle d'une époque où il y avait des Yaya Touré, il y avait des très grands joueurs en Première Ligue. Et Abou Diaby, chaque fois qu'il jouait, il illuminait le terrain. Je me souviens d'un match de lui contre Liverpool. On aurait dit qu'il allait être Ballon d'Or, vraiment. C'était incroyable. Mais il était blessé tout le temps. Et Romeo Lavia, ça peut être le même genre de chose, quoi. Un joueur d'où dans 10 ans on se dira celui-là c'était vraiment la grande classe, mais il était blessé tout le temps. Et ça me fait très très peur, ouais, vraiment. Patrick, tu es d'accord avec ce que Florent dit, que Romeo Lavia a les épaules pour être un vrai leader des Diables Rouges, même dans quelques années? Bien sûr, mais comme il dit, il ne faut pas qu'il se blesse après Doku. Il se blessait souvent aussi en France. Maintenant, je vois ça va beaucoup mieux. Il faut peut-être un bon médecin, il doit bien être suivi, bien être soigné, je ne sais pas. Pour tous les joueurs qui sont rapides, je veux prendre encore une fois Anderlecht, mais à Mouzou, c'est la même chose. Philippe et le club de Bruges qui se déplace en Autriche. Ouais, c'est ça. Sturm Graz en Autriche. Bruges qui a été tenu en échec contre Charleroi en finissant la rencontre à 10 contre 11. Est-ce qu'on peut dire que le club n'a pas encore trouvé vraiment son rythme de croisière cette saison? Tu pourrais dire ça, oui. Mais malgré tout, je trouve que c'est contradictoire à dire. Leur défaite 0-3 contre Dortmund a eu un effet bénéfique. Tu vas dire, oui, mais attends, tu ramasses 3 buts. Oui, mais c'était contre Dortmund. Je trouve que la première mi-temps, j'étais au stade, était bonne. Bruges était meilleur que Dortmund. Et puis, tu vois cette supériorité, cette expérience de la Champions League, où à la fin, c'est quoi qui compte, c'est le but que tu marques. Ils ont eu, je vais dire, 5 occasions, ils en mettent 3. Bruges en a eu 7, ils n'en mettent pas. Voilà l'équation de ce match-là. Maintenant, quand tu dis, oui, à Charleroi, ils sont revenus tout penauds, moi, je trouve qu'ils ont gagné un point à Charleroi. Ouais. Parce que pour revenir comme ça, 1 à 10 et 2, la façon dont ils reviennent avec un grand Mignolet, tu avais 100% raison, je trouve qu'ils peuvent aller à Sturm Graz sans sous-estimer, parce qu'ils sont premiers au classement dans une compétition autrichienne que je mets à la même hauteur, excusez du peu, que la Jupiler League, le championnat autrichien, qui n'est pourtant pas non plus la Bundesliga. Mais ils doivent gagner. Parce qu'ils ont été battus contre Dortmund. Sturm Graz, si mes souvenirs sont bons, a été battu à Brest 2-1. Donc, un des deux doivent gagner.
je préférais que ce soit Bruges, bien évidemment. Merci à tous pour votre présence et on se donne rendez-vous la semaine prochaine avec pas mal de choses à débriefer. Le Classico, ces matchs européens et alors la liste de Domenico Tedesco avant les 2 matchs des Diables Rouges. Merci beaucoup. Merci à vous.